c'est une grande question de savoir qu'est-ce qui se passe dans la relation entre un fondateur de start-up et l'investisseur qui a son board. C'est très rare en fait de savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de tout ça. Et donc l'idée, c'était vraiment de vous en parler pour que vous ayez un petit peu des insights et voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de la machine. Pour commencer, en fait, c'est vraiment comment s'est passée cette histoire qui est ici avec donc, Boris et Benoît. Moi, j'ai été témoin d'un truc, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, non ? 2 ans. Où je me baladais un petit peu de partout dans la conférence. Et, de Blend, de Blend WebMix, bien sûr, merci. Et il y a la coworking, je vois la coworking, c'est 2 messieurs discuter. Je savais plus ou moins qu'ils ne se connaissaient pas. Et je voyais la discussion qui se passait, je me disais, il va se passer quelque chose. Donc ces 2 messieurs, je les connais. Et je repasse 1 heure après, même situation, une discussion qui était encore beaucoup plus enflammée. Beaucoup de passion, je sentais. Et je me disais, il va se passer quelque chose. 1 heure après, ils étaient encore là en train de discuter. Je me suis dit, vraiment, il va se passer quelque chose. Après Blend WebMix, je ne sais plus, ça a duré quoi, 6 mois ou peut-être 8 mois pour l'invest ? 6 mois, ouais. Allez, 6 mois. 6 mois. J'apprends qu'il y a eu un invest. Et instinctivement, quand je les voyais discuter, parce que peut-être j'ai déjà vu des situations comme ça, je me suis dit, il se passe quelque chose entre ces deux-là. Et effectivement, ça s'est bien passé et l'investissement a eu lieu. Donc l'idée, c'est de vous raconter tout ça et essayer de vous permettre de voir, comme je vous ai dit, un petit peu plus ce qui se passe dans la machine. Donc messieurs, je vous écoute. Vous expliquez un petit peu là, cette discussion, on commence par là ? Ouais. Alors pour le contexte, donc je suis Benoît Laurent, CEO de Worders.net, qui est une startup spécialisée dans la traduction. Et en fait, quand j'ai commencé à discuter avec Boris, je ne voulais pas lever de fonds et j'étais plutôt curieux. Je me rappelle que la première question que je lui ai posée, c'était, je revenais d'Asie en fait. J'ai vécu en Asie, j'arrivais juste depuis 1 mois et je dis, en Asie, on m'a expliqué que les VC français étaient tous des cons, étaient tous des vieux cons en plus. Toi, t'as l'air jeune. C'est manifeste que j'étais pas trop vieux en tout cas déjà. Tu portes un sweat à capuche encore aujourd'hui. Les cheveux blancs, grisonnants. Et voilà, je lui ai dit très ouvertement, qu'est-ce que tu penses de cette analyse hautement intellectuelle et philosophique ? Et de là, on a commencé à parler. Et effectivement, on dit souvent que le challenge pour un entrepreneur, c'est de réussir. Le premier challenge, c'est de réussir à accrocher 5 minutes d'intérêt de la part d'un investisseur. Et sur le Blend, il y a 2 ans, j'ai accroché 9 heures d'intérêt de Boris sur 2 jours. Il exagère, mais comme tous les entrepreneurs. Non, vraiment, on a passé. Moi, j'ai assisté à 3 heures. Et je peux vous dire, même peut-être plus le de 3 Le premier 3 jour, heures. ouais. Et le lendemain, on a remis ça. Et voilà comment ça a démarré. Mais à la base, c'est tout ce temps-là. D'ailleurs, à un moment donné, tu m'avais fait la réflexion en me disant il me dit, mais normalement, un entrepreneur cherche immédiatement à m'expliquer ce qu'il fait, à essayer de me vendre sa boîte. Ça fait X minutes, X heures qu'on parle et je ne sais même pas ce que tu fais. Ça, c'est vrai, je m'en souviens. Ça, c'est vrai. Là-dessus, là, c'est vrai. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, moi, ce que j'explique souvent aux entrepreneurs, c'est de dire, en fait, on est des êtres humains. Ça peut paraître très, très basique. Ça peut paraître très, très basique comme constat, mais on est des êtres humains. Ça veut dire que nous aussi, on est saoulés, on est fatigués, on est contents. Et en fait, il y a un truc tout bête, mais c'est effectivement très dur de capter l'attention des investisseurs. Pas parce qu'on est des dieux vivants, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'argent et moins de gens qui en donnent. Beaucoup des projets qui cherchent de l'argent, en plus, sont des projets qui ne sont pas compatibles avec nous, ce qu'on recherche en tant qu'investisseur, en tant que fonds de capital risque. Et du coup, c'est vrai que finalement, la technique d'être un mec sympa avec qui on a envie de parler, pas forcément de la start-up, mais plutôt une bonne technique pour approcher, versus le fait d'arriver et de pitcher son projet directement, parce que comme on l'entend à longueur de journée. Donc il y avait un aspect intéressant, c'était effectivement cette approche de se dire finalement, c'était pas un VC entrepreneur, c'était 2 personnes qui se parlent et qui sympathisent autour, il n'y avait pas de verre, mais voilà, avec cet esprit un peu finalement décontracté. Et les conférences, et nous dans notre métier de VC, les conférences sont faites pour ça. Et finalement, moi en tant qu'être humain et aussi que VC, c'est beaucoup plus agréable pour moi de discuter avec des gens sympas dans une conférence et by the way de voir si derrière il peut y avoir un sens business pour nous d'aller plus loin. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, j'ai fait de belles rencontres, c'est un métier de rencontre et c'est chouette. Et ça finalement c'est un truc qu'on oublie souvent. Et le VC et la relation VC-entrepreneur, c'est pas une relation transactionnelle. C'est pas juste tiens je te séduis, est-ce que tu as envie de me faire un chèque. C'est une relation qui se construit dans la durée. Et finalement une bonne façon de le faire, c'est pas forcément de pitcher sa startup tout de suite. Mais je pense que ce qui peut être plus intéressant, c'est
c'est de passer assez, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est de passer assez rapidement sur cette phase amont et d'expliquer peut-être plus ce que ça veut dire, mais je trouve que c'était quand même un préambule assez important à faire, c'est la relation, quoi. Et moi, ça fait donc que je m'appelle Boris Golden, je vais peut-être commencer par là. Donc je travaille dans un fonds qui s'appelle Partech, qui est un fonds de capital risque qui est notamment basé à Paris. Moi, je m'occupe des jeunes startups, ce qu'on appelle le seed et le early stage. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas beaucoup de recul sur ce métier, ça fait un peu moins de 3 ans, mais ça fait 2 ans et demi que j'investis, et je me rends compte que les startups avec lesquelles ça marche le mieux, dans notre relation, dans l'aide que j'aurais apportée, c'est les gens avec qui j'ai une bonne relation. En fait, c'est un métier de relation, surtout tôt dans la vie de la boîte, et je pense que ce serait intéressant, c'est d'expliquer comment ça se traduit ensuite concrètement dans le rapport qu'on a post-investissement, parce que j'ai beau être un être humain, moi, mon métier, à un moment, c'est... Si on est très cynique, mon métier, c'est d'investir de l'argent et faire de ROI. En pratique, ça se manifeste par une relation constante avec les entrepreneurs, mais à un moment, moi, mon boulot, c'est pas d'être pote avec les entrepreneurs et les aider à monter leur boîte. Si dans 10 ans, j'ai investi des euros et que ça n'a rien rendu, Partech va me dire, écoute, t'es bien sympa, peut-être que les entrepreneurs t'aiment bien, mais ton job, à un moment, c'est, in fine, il est mesuré par une valeur financière. Donc je te laisse attaquer peut-être la question de la relation post-investissement. En fait, quand on a commencé à parler de cette intervention, l'idée était que on voulait un peu démystifier cette histoire qui paraît un peu sombre. Tu parlais un peu de boîte fermée. On imagine assez souvent que quand on a un VC, ça se limite à faire un board de temps en temps. Un board dont la cadence est fixée dans un contrat et à période régulière fournir un reporting et justifier de ce reporting, et puis voilà. Dans les faits, on l'a déjà dit plusieurs fois là, et c'est un point qui est hyper important, il ne faut jamais oublier, c'est que vraiment la relation entre un VC et un entrepreneur, c'est vraiment d'abord la relation entre deux humains. Et ces deux humains-là viennent avec certains une passion, une ambition et tout ça, et d'autres qui viennent avec autre chose à apporter. Et en l'occurrence, nous, on a eu plusieurs histoires. Je ne sais pas comment tu as prévu de structurer, si tu as des anecdotes que tu veux qu'on aborde en priorité. Si tu le fais, vas-y. Ok. Du coup, j'étais pas prêt. Pendant que tu réfléchis, je vais faire un petit saut là-dessus. C'est en fait le métier d'un VC, c'est aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre en tant qu'entrepreneur, c'est que trouver de l'argent, c'est dur. Ça, c'est dur, c'est vrai. Les gens font un raising, il y en a beaucoup qui arrivent. Par contre, pourquoi ils n'y arrivent pas? C'est parce que la plupart des projets ne sont pas des projets qui sont compatibles avec ce qu'attendent les VC. Les VC, ils attendent pas des boîtes qui peuvent se revendre 10 ou 20 millions. Ils attendent des boîtes qui peuvent se revendre 50, 100, 200 millions, même en ayant levé quelques millions. Donc évidemment, c'est des trajectoires exceptionnelles. La plupart des boîtes n'ont pas cette ambition, ce potentiel. Et c'est pas grave, c'est juste c'est pas compatible avec l'ambition du VC. Mais du coup, et j'ai complètement zappé ce que je voulais dire, je suis trop fatigué. J'avais un enchaînement de pensées et j'ai complètement zappé. C'est la soirée d'hier soir ouais, c'est la soirée d'hier soir. Non, et donc du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc les gens se disent, en fait, le métier d'un VC, c'est avant tout de donner de l'argent. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en dépit des difficultés que je suis sûr beaucoup d'entre vous ont à lever de l'argent, un bon projet, donc un projet qui rentre dans nos clous de VC, il va trouver de l'argent facilement. Donc la question qui se pose maintenant, moi, quand j'ai un entrepreneur en face de moi qui est bon et qui a un projet qui a du potentiel et qui est compatible avec nos critères de VC, je sais que même si j'ai envie d'investir chez lui, je vais peut-être pas pouvoir. Et ça peut être déroutant pour l'entrepreneur. L'entrepreneur se dit, bah non, c'est super dur l'argent de VC. Oui, mais dites-vous qu'il y a 1% des startups qui cherchent de l'argent qui sont compatibles avec les VC, et du coup, c'est ce 1% qui attire toute l'attention, et que du coup, paradoxalement, là, entre guillemets, le rapport de force, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, l'asymétrie change de sens. Ça veut dire que ça devient l'entrepreneur qui choisit parmi des VC intéressés, pour caricaturer un peu. Et là, du coup, l'entrepreneur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, est-ce que je vais choisir entre me diluer de 20 ou 25%, donc grosso modo la valorisation de ma boîte, pour faire simple, ou est-ce que je vais réfléchir à la personne qui peut le mieux m'accompagner dans mon aventure? La vérité, c'est que, et ce même quand vous avez déjà monté des boîtes, c'est dur de monter une boîte. C'est très dur, on va commencer au sens moral, mais c'est dur aussi dans les choix à faire. Et du coup, nous, notre travail, et on pourra rentrer plus dans les détails sur comment, mais c'est d'accompagner l'entrepreneur là-dedans. L'accompagner, ça va avoir une dimension psychologique, coaching, humaine, etc. Ça va avoir une dimension méthodologique, ça va avoir une dimension stratégique, opérationnelle. On voit plein de choses.
Donc on peut aider l'entrepreneur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que notre rôle de plus en plus, ça devient d'être coach, consultant de start-up, et pas juste des financiers qui mettent de l'argent, qui font des deals. Et donc ça veut dire que la relation investisseur-entrepreneur, qui a été peut-être dans le passé quelque chose de pas forcément au centre, et le VC était comme considéré, et était surtout un financier et une banque, ça devient le cœur. Et donc ça, c'est vachement important. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment l'entrepreneur, nous en tant que VC, notre façon de faire la différence, c'est pas de lui dire, bah attends, moi j'ai plus d'argent que les autres. Non, l'argent, il y en a plein maintenant. Donc la bonne boîte, la boîte qui est capable de lever 10 millions, elle lèvera 10 millions, elle aura le choix. Donc quelle est la seule manière ensuite pour l'entrepreneur de faire un choix? C'est de dire, bah concrètement, qu'est-ce que ça va apporter d'être avec cette personne plutôt que telle autre? Tu aurais des exemples justement du c'était peut-être ça? Vas-y. Ah non, non, vas-y. Tu t'es, hein. Non, vas-y. Bonjour messieurs, un collègue d'advisor. Du coup, typiquement, c'est quoi l'exemple? Parce que j'ai du mal à me projeter de comment aujourd'hui, avec les 3 ans que tu as en tant qu'ici, mais justement, tu as peut-être plein de problématiques que je vais avoir dans un an. Tu m'as volé ma question. Bah, écoute, moi je vais pas faire ma pub, donc je propose à Benoît de donner des exemples pour Worders. En fait, le principe, c'est toi en tant qu'entrepreneur, tu as toujours. C'est un cliché, on le dit tout le temps, on a la tête dans le guidon, on est sous l'eau en permanence, et des fois on va tellement vite et on veut aller tellement vite qu'on ne voit pas forcément le mur arriver. Et au-delà même de la capacité du VC, de son expérience, de tout ça, le simple fait d'avoir quelqu'un qui est au courant de tout, mais qui n'est pas impliqué dans le quotidien de la boîte, ce simple fait-là permet à un moment donné de t'attraper par les cheveux, de te dire attention, relève la tête, là il y a un mur qui arrive droit devant, est-ce que tu l'as vu? Oui, non. Est-ce que tu as prévu quelque chose? Est-ce que nous, on a eu des situations comme ça, où typiquement, pour rentrer dans le très concret des exemples, donc nous, comme je disais, on fait de la traduction, et on a un modèle de développement business qui est plutôt peu de clients, mais des gros clients qu'on accompagne vraiment de façon très proche, et on est très impliqué avec nos clients. Et il y a un truc qu'on n'a pas vu venir un jour, c'est que peu de clients mais des gros, quand ça reste peu de clients, le jour où il y en a un qui s'arrête, c'est vraiment problématique. Et nous, on en a 2 qui sont arrêtés. Les 2 plus gros, le même mois, sans aucun rapport avec nos prestations. Un a déposé le bilan et l'autre a tardé dans sa levée de fonds et tout ça. Et on s'est retrouvé à perdre ces 2 plus gros clients d'un seul coup. Mais on est resté très impliqué, toujours dans la même stratégie, on investissait beaucoup dans le produit et tout ça. Et on n'a pas forcément eu la présence d'esprit, nous, entrepreneurs, de réaliser, de prendre ce recul, de dire merde, mais attends, le chiffre d'affaires, on vient de le diviser par 2, quoi. Mais la payroll, c'est toujours la même, on a le même rythme de dépenses, tout ça. Boris, dans son intervention là, dans ce cas très concret, est intervenu en disant mais attendez les gars, regardez les courbes, quoi. On est attention, quoi. Là, il va se passer quelque chose, faisons attention. Et puis quand on est comme ça dedans, à nager très vite sans vraiment se relever, on est aussi souvent trop optimiste en disant non, mais ça va revenir, t'inquiète pas. Et au final... Ce point de l'optimisme est super important, parce que sinon, là, tu passes vraiment pour un neuneu, on te dit, bah mec, si tu dépenses 30K par mois et que t'attends, tu fais une division, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah non, parce non, que on est d'accord. La personne te dit, non, mais ça va revenir. Et là, tu dis, attends. Posons les choses, essayons de se poser et de réfléchir calmement ensemble. Là, sur quelles hypothèses tu te bases? Et on découpe, on décompose, on dit, là, tu vois, donc, en fait, quand tu es en train de me dire que ça va aller, en fait, regarde la somme des hypothèses que tu fais. Dis-moi ce que tu en penses. Et souvent, en fait, notre rôle, il y avait... Tiens, je vais te piquer ton prochain truc, comme ça tu pourras Les VC posent les bonnes questions, voilà. souvent posent les bonnes questions. Ils n'ont pas les solutions ou les réponses, mais en tout cas, ils posent les bonnes questions. Non, mais le premier job, c'est un job de je sais pas comment on l'appelle, allez, appelons-le maïotique, de facilitation. Pour moi, c'est un des premiers jobs, c'est très souvent, c'est t'essayes de faire prendre conscience à la personne, tu vois, même sur une décision... de ce qu'elle-même elle a en tête et des limites de ses raisonnements ou des choses qu'elle met sous le tapis par optimisme, et ça c'est super important. Donc ce rôle, je sais pas comment on peut l'appeler, de coaching facilitateur est super important. Ça veut dire que moi je prétends pas connaître mieux les boîtes que j'accompagne que l'entrepreneur. Par contre ce que je prétends c'est de dire, moi Benoît ça fait 1 an et demi que je suis la boîte, donc j'ai tout l'historique, je connais l'équipe, je connais les erreurs passées, je connais leurs forces, je connais leurs faiblesses. Donc je pense que dans à peu près n'importe quelle décision, je suis probablement la personne qui est le plus à même d'avoir une discussion avec Benoît, avec l'équipe, pour essayer de comprendre vraiment où ils en sont, pour essayer de comprendre si
ils voient la situation de façon réaliste et si la décision qu'ils prennent, si déjà s'ils se posent des bonnes questions, si la décision qu'ils prennent fait sens. Moi, je suis pas là pour leur dire Benoît, il faut que tu fasses ça. Je n'en ai pas la capacité, et c'est pas mon rôle. Par contre, je suis là pour le dire. Attends, t'es en train de me dire que tu vas faire ça? Ça me paraît être une énorme connerie. Parce que là, et il va me dire, bah attends, t'as pas tous les problèmes. Et donc on discute et à un moment, mon travail, c'est de le faire converger. Ça, c'est mon travail numéro 1. Après, il y a un deuxième travail qui est que moi, je vois plein de choses. Désolé, je vais te piquer ton truc. Non, mais grosso modo, c'est que moi, j'ai monté 2 boîtes, j'ai accompagné, j'étais mentor une dizaine de boîtes avant d'être VC, et maintenant j'ai investi dans 10 boîtes. Donc j'ai des data points sur 25 boîtes peut-être. L'air de rien, ça commence à faire. Ça veut pas dire que ça veut dire que je commence à avoir un certain nombre d'indicateurs, un certain bon sens, on va dire, sur la situation, qui me permet de me dire bon. Là, je ne sais pas du tout si on est pour toi, mais mon a priori, c'est celui-ci. Donc discutons. A priori, là, je pense que tu es en risque, tu vas dans le mur. Ou je pense que la bonne décision, typiquement, en gut feeling, serait plutôt celle-là. Maintenant, discutons dans ton cas. Ton cas est différent. On est en 2017, c'est Worders, c'est pas 2014 de l'autre boîte. Mais... Et donc ça, cette sorte de radar qu'on développe, est aussi quelque chose qui nous permet de potentiellement aiguiller dans la bonne direction. De dire, moi, mon feeling, c'est plutôt que ça devrait aller par là. Et par contre, je vois que tu ne te poses pas la bonne question. Donc la bonne question, c'est celle-ci. Et c'est un dialogue, c'est comme ça qu'on se nourrit. C'est pas le VC n'est pas là pour dire tu fais ça. Moi, cette notion de dialogue me paraît hyper fondamentale. La notion de sachant, est-ce qu'il y a un sachant? Est-ce que tu es plus sachant? Est-ce que toi tu es plus sachant? Alors l'important en fait c'est sur ce côté sachant et pour rebondir sur ce que tu disais. Je fais juste un petit saut en arrière sur le VC. Cours, hein, Benoît. Ouais. Les VC posent pas tous toujours les bonnes questions. Et là, on a un vrai point qui est hyper important sur le fit. On revient sur cette relation d'humain à humain. Quand on choisit son VC, quand on a la chance de pouvoir le choisir, c'est un élément qu'il faut pas traiter à la légère. Il y a des VC qui sont super prestigieux, mais si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est un peu pas forcément super smart à votre board, la valeur apportée dans le développement de la boîte n'est pas forcément aussi évident. Attends, c'est vraiment couché trop tard parce que j'ai encore perdu le fil de ce que j'allais dire. Regarde, moi j'en ai... Non, mais attends, juste ce que vous aviez dit juste avant. Non, mais c'était sur le côté du sachant. Ah oui, sur le sachant. Je suis vraiment désolé, hein, 1000 excuses. Hein. Le sachant, en fait, Boris croise des tas de scénarios tous les jours, que ce soit dans les boîtes dans lesquelles il est impliqué ou dans les boîtes dans lesquelles Partech est impliqué. Parce qu'il y a quand même un partage d'informations transversales à travers le fond. Mais donc moi, je considère Boris sur base de ce savoir-là, mais il y a un respect mutuel qui est extrêmement fort sur aussi mon expérience à moi, c'est-à-dire qu'il n'arrive jamais en me disant « moi, je sais, même s'il a déjà croisé 10 fois le chemin, 10 fois la même histoire, moi, je reste à un moment donné celui qui pilote Worders. J'ai mon expérience, j'ai mon savoir métier, par exemple, qui à un moment donné peut faire que le pattern qu'il a déjà croisé 10 fois n'est pas forcément valable sur notre marché à nous, sur notre verticale, sur notre façon d'aborder le marché, parce que voilà, il y a des tas d'histoires qui sont différentes. Et je pense que c'est vraiment important, et c'est quelque chose qui marque beaucoup notre relation, c'est à la fois le fait qu'on respecte vraiment le savoir de l'autre, mais en même temps, on valorise son propre savoir. C'est-à-dire qu'on est capable d'exprimer ce qu'on sait et en même temps d'entendre ce que l'autre va donner dans l'échange et de pouvoir pondérer un petit peu toutes ces choses-là. Il y avait la notion de, vu qu'on travaille dans l'innovation, il n'y a pas de vérité, quelque part. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque cas est spécifique. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que sinon, on conceptualise plus rien, on fait plus rien, on se dit de toute façon, chaque chose est unique, et voilà. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que ça donne des guides et des points d'attention. En fait, on se dit, attention, en général, dans cette situation-là, quand il se passe ça, là, ce que tu me racontes sur ce gars-là, il est en train de se désengager de la boîte. Ça ne veut pas dire que ce gars-là, tu vas le perdre. Mais là, ce que tu me racontes, en fait, tu es en train de te bercer d'illusions en me disant, ouais, mais tel mec, il va se remotiver. C'est pas le cas. Alors, dans le Worders, c'est pas le cas, mais mon VP Sales, il va se remotiver. Tu lui dis, moi, dans les dernières années, à chaque fois que j'ai vu cette situation, ça s'est toujours mal fini. Ça ne veut pas dire que dans ton cas, ça va se passer comme ça. Mais ça veut dire déjà, en fait, on est en train d'inverser la charge de la preuve, de dire, pars du principe, typiquement un input, ça va être, pars du principe, arrête d'être optimiste là. Tu pars du principe que ce mec, en fait, il va te lâcher dans 2 mois. C'est peut-être pas le cas, mais tu vas chercher des éléments qui permettent d'infirmer ça, mais le bon sens, c'est ça. Et moi, donc là, on n'est pas dans une démarche de sachant. Moi, je peux t'apporter, je te garantis que le bon sens, c'est ça. Maintenant, je dis pas que je te garantis ce qui va se passer. Et déjà, là, on inverse, parce que l'optimisme de l'entrepreneur, ou parfois le manque de recul, etc., ça peut paraître bête comme exemple, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne va prendre à bras le corps ce problème-là, et que peut-être qu'elle
elle va s'apercevoir qu'elle est en train potentiellement de perdre une personne 2 mois en avance. Et 2 mois en avance pour une startup, ça veut dire qu'on peut gagner 2 mois, ou 2 mois de trou en moins sur un poste clé. C'est un exemple tout bête, mais ça, c'est hyper important. Voilà un exemple concret, tout bête, de valeur opérationnelle. Mais ça, c'est hyper important. Ou lui dire, là, tu as une situation où je pense que dans 2 mois, tu auras besoin de telle personne à bord. 2 mois, on est déjà en retard. Hein. Si tu as besoin de quelqu'un dans 2 mois, on est déjà en retard. Donc, autant s'y mettre maintenant plutôt que 2 mois. Ça, c'est des exemples d'anticipation. Ça, c'est un truc sur lequel je pense qu'on apporte beaucoup de recul. On lui dit, voilà, attention, quoi. Et par rapport à cette notion de sachant, tout est challengeable. On est dans l'innovation, donc l'innovation ne se planifie pas. Et les règles sont faites pour être brisées. Donc, le problème, si je te dis, dans 100% des boîtes, ça se passe comme ça, le problème, c'est que moi, je cherche des boîtes exceptionnelles. C'est mon boulot. Donc, la boîte exceptionnelle, peut-être qu'elle va briser toutes les règles, un certain nombre de règles de bon sens. Voilà, donc c'est possible. Par contre, encore une fois, cette démarche de se dire, en général, c'est comme ça, donc jusqu'à preuve du contraire, considère que c'est comme ça que ça va se passer pour toi, ça, c'est une démarche d'humilité aussi de l'entrepreneur. L'entrepreneur qui dit, non, mais moi, je suis différent, je dis, non, t'es pas, jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas différent là-dessus. Là, ce qui se passe là, voilà la trajectoire nominale pour 90% des boîtes dans ce cas-là. Je ne dis pas que ça va t'arriver, mais je dis juste que toi, c'est pas à toi de me prouver. Dans notre relation, c'est à toi de me prouver, mais réfléchis, et moi, je vais le faire chier jusqu'à ce qu'il... Je suis sûr qu'il est bien ça dans sa tête. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il n'est pas en train de se bercer d'illusions. Et ça, on a eu des cas sur des postes assez importants dans Worders dans lesquels mon travail, c'est de lui dire non, je ne suis pas d'accord. Moi, je vais être le rabat-joie de service, mais là, tu as un discours super optimiste. Et le discours optimiste envoie dans le mur. C'est-à-dire que, en fait, c'est un juste milieu. Discussion, ne pas se positionner comme un sachant et être franc. Dès qu'on sent qu'il y a un problème, il faut avoir la franchise, pas avoir peur de le dire. Que ce soit toi, fondateur, ou toi, VC, de pouvoir parler du sujet, peut-être de le dire et de l'entendre. Oui. Mais d'où l'importance de la relation. Ça veut dire que si Benoît ne me fait pas confiance, s'il me dit bah ouais, c'est un investisseur, il faut que je lui raconte que les belles histoires, bah moi je vais jamais savoir ce qui se passe pas bien. Je n'aurai pas ces insights là. Donc ce qui fait que 2 choses, c'est que quand ça se passe pas bien, il viendra pas me voir, donc je pourrai pas l'aider à ce moment-là. Et que même quand on va se voir à intervalles réguliers, plus formels comme un board, etc., j'aurai pas tous les éléments de tout ce qui s'est passé, j'aurai pas la vraie histoire de Worders. Et en fait, je pourrais pas être pertinent parce que je dis ah bah tu devrais faire ça, mais en fait lui dans sa tête il a putain mais il y a tout ça et ça je l'ai pas dit. Donc du coup c'est un truc tout con, mais déjà pour aider une personne, je sais pas si l'exemple va te plaire, mais c'est un peu si vous avez un psy quoi. Si vous avez un psy et que vous dites la moitié des trucs, je pense pas, enfin je suis pas psychothérapeute, mais à mon avis je pense que l'efficacité de la psychothérapie va être limitée. Pour moi c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si j'ai pas toute l'info potentiellement partageable, bah, je vais être de moins en moins pertinent. On parle des fois de mariage. Le mariage VC entrepreneur, il est peut-être fort ce mot-là, mais ça renvoie quand même vers le fait qu'il ne faut pas se tromper sur la personne avec qui on va vivre pendant un moment. Alors, clairement, c'est un élément qui est, c'est très vrai quoi. On se voit, on se parle hyper souvent. C'est contrairement à un cofondateur qui est là depuis le début, qui écrit l'histoire avec les autres cofondateurs. Le VC, lui, prend le bateau en marche déjà. Et il monte dans le train une fois qu'il a déjà fait ses premiers kilomètres. Voire plus de distance suivant le niveau de maturité de la boîte. Et c'est vrai que c'est pas évident cette dimension-là de faire rentrer quelqu'un comme ça qui vient de l'extérieur. Mais c'est vraiment, on retrouve un peu cette dimension mariage avec quand même des petits ajustements. C'est-à-dire que moi, si je dis à ma femme pendant 2 semaines je suis pas là, elle va le prendre un peu de travers. Alors que Boris, quand je lui dis que pendant 2 semaines je suis focus sur un truc et qu'il va falloir qu'il attende un petit peu pour recevoir ci ou ça, il va pas se vexer. Mais voilà, mais c'est clair. Il y a clairement des codes qui se rapprochent et vraiment. Oui. Moi, j'aimerais rajouter là-dessus. En fait, pour moi, les 2 plus gros points communs, c'est le commitment dans la durée. Ça veut dire que moi, un truc dont je commence à me plus absolument rendre compte, c'est quand j'investis dans une boîte, bah, dans les X prochaines années, genre 5, 6, 7, 8, je vais être avec eux, quoi. Et donc, du coup, maintenant, moi, un truc que j'hésitais vachement à faire au début, c'est quand je vois une boîte et que les mecs me plaisent pas, même si tu me dis que c'est un bon business, je ne poursuis pas l'analyse de la potentiel investissement. Parce que si tu te dis, on va être très concret, hein, est-ce que si je me dis pas que ça me fera pas chier de décrocher à 23h quand on est sur un truc chaud, vraiment, c'est ça la réalité, et qu'on discute 1 heure au téléphone, si ça me fait chier de le faire, bah, en fait, faut pas que j'investisse dans cette boîte, quoi. Parce que sinon, je vais pas bien faire mon travail. Donc ça, il y a le commitment. Et il y a le deuxième chose, c'est l'intimité. En mariage, on parle d'intimité. Et là, ça revient sur la relation de confiance et l'intimité. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une bonne relation VC-investisseur s'il n'y a pas une intimité. Pas au sens mariage du terme, il n'y a rien d'intime dans ce sens physique, mais
il faut qu'on puisse se dire beaucoup de choses. Il faut que... Moi, mon travail, c'est de créer un espace de confiance pour l'entrepreneur dans lequel on peut se dire les choses et il se dit pas je vais être jugé ou là c'est un travail qu'on fait tous les deux, hein, parce que quelque part au moment où on a cet investisseur qui arrive, il faut aussi nous accepter d'ouvrir la boîte et de te laisser à la fois fouiller, de t'aiguiller dans cette et du coup ça demande à ce que ce soit toi qui t'ouvres, parce que moi naturellement je vais être assez ouvert, c'est mon métier, et l'entrepreneur elle se dire qu'est-ce que ça veut dire quoi, si je lui dis que ça va mal et qu'après je lui redemande de l'argent 3 mois plus tard, qu'est-ce qui va se passer? L'erreur, ce serait de croire qu'en ne le disant pas, on arrivera plus seulement à reprendre de l'argent. Et donc ça demande quand même, c'est quelque chose. Il faut rendre compte, alors ça Benoît, tu peux en parler en tant que fondateur, mais les fondateurs sont souvent assez seuls. Ça veut dire que les problèmes, c'est difficile d'en parler avec les employés. Quand on est CEO, c'est pas toujours évident d'en parler avec les cofondateurs, surtout quand un certain nombre de problèmes viennent parfois de ses propres cofondateurs. Et la question, un peu finalement, la question toute bête à laquelle l'investisseur doit répondre, c'est finalement, moi j'estime que je fais bien mon travail si l'entrepreneur, la première personne qui pense à contacter quand il a un problème, une question, une décision à prendre, besoin de parler d'un truc, besoin d'échanger, besoin d'un conseil, tout ce que vous voulez, c'est moi. Si je fais bien mon travail, c'est ça. Bon, ça demande du temps. Et finalement, la question, c'est si je sais pas, si tu le fais pas avec moi, par exemple, dans ton cas, à qui tu vas le faire? C'est-à-dire, tu peux appeler d'autres entrepreneurs, mais s'ils n'ont pas le contexte, mais à qui tu peux parler, qui a le contexte sur ta boîte, qui est quelqu'un qui est incentivé dans ta boîte, qui est aligné avec les intérêts de la boîte, mais qui en même temps est quand même extérieur. Quelle est l'alternative si tu n'as pas d'advisor? En fait la réponse, c'est je pense qu'il n'y en a pas trop. Et donc moi, je suis aussi un remède à la solitude de l'entrepreneur, à la solitude d'échanges additionnels. Encore une fois, posez-vous la question. Qui connaît votre boîte bien? À qui vous pouvez avoir confiance? Qui vous savez qui poursuit les mêmes objectifs que vous? C'est-à-dire que votre boîte, à un moment, puisse devenir une belle boîte et qui, en même temps, a un peu de recul. C'est le VC ou c'est l'advisor. Si vous avez des advisors et des board members à qui vous faites confiance, notre force en tant que VC, moi, ce que j'aime dans le business model du VC, c'est que moi, je ne suis pas payé par Worders. Quand on passe une heure ensemble, je ne facture pas. Moi, je suis payé par Partech pour faire ce job-là. Et du coup, ça crée une relation très saine dans laquelle mon travail, c'est d'investir, d'accompagner les boîtes dans laquelle j'investis, mais on n'a pas de relation commerciale. Partech est investisseur et donc a des actions chez Worders. Et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, c'est comme ça que je vois mon job. Je me dis, si je fais bien mon job, Benoît, il doit se dire, Boris, je sais que je peux lui parler de plein de trucs et je sais qu'il a de bons conseils sur pas mal de choses. Et que sur les choses sur lesquelles il n'y a pas de bons conseils, il me trouvera toujours des points d'entrée. Si la question, c'est une best practice pour les entrepreneurs, ils peuvent partager des best practices. Si la question, c'est de te dire, qu'est-ce que tu penses de ma situation? La question, c'est est-ce que tu connais beaucoup de gens qui sont prêts à se consacrer 4 heures, 2 pour que tu expliques l'historique et 2 pour que tu leur expliques les choses, et en qui tu aies confiance, qui vont être de bons conseils, c'est dur. Et c'est ça notre job. Moi, c'est comme ça que je le vois. Avant de faire une petite relance, je crois que j'avais une question par là. Ouais, tu essaies de parler fort puisqu'on a, t'as pas de micro. Oui, donc vous abordez la question de sorte de mariage entre le VC et l'entrepreneur. Je suis parfaitement d'accord avec ça, mais le mariage, la plupart du temps, c'est à 2. Et donc, parfois, il y a des cofondateurs. Et une source de destruction de société est souvent les conflits entre cofondateurs. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment le VC est amené à pouvoir intervenir dans le cadre de ce type de problème. Merci, super question. Alors le mariage, c'est toujours à 2, jusqu'à preuve du contraire, même si ça s'ouvre de plus en plus. Et non, c'est important d'être précis. Ça fait partie de notre valeur ajoutée aussi. Non, mais c'est une excellente question. Et moi, c'est un truc que je trouve que je gère pas très bien, par exemple. Ça veut dire que j'ai tendance... C'est peut-être la contrepartie du côté relation humaine, c'est que ça veut dire plutôt one-to-one. Et moi, c'est vrai que dans la plupart des boîtes, j'ai une relation privilégiée, en gros avec le CEO, quoi. Et du coup, c'est un flux d'informations qui est parfois très justement mono personne dans la boîte. Et je pense que tu as tout à fait raison. Il y a un vrai challenge à déjà diversifier tes perspectives et tes sources d'infos dans la boîte, parce que le CEO, il a sa vision avec ses biais. Et donc du coup, moi, je suis en train depuis quelques mois de faire un travail dans lequel j'ai dans chaque boîte d'être plus inclusif sur les personnes avec qui je parle. Mais en même temps, celui qui a les rênes de l'entreprise et celui qui a les rênes du coup de la relation avec l'investisseur et du board, etc., enfin du conseil d'administration, etc., c'est le CEO. Donc je trouve que c'est pas évident de trouver un équilibre. Et en plus, souvent, la relation que tu as construite, elle est principalement avec le CEO. Et dans chaque boîte, construire une relation vraiment profonde de confiance et à valeur ajoutée avec 2, 3, 4 cofondateurs, c'est pas évident. Et te dire que tes conversations, tu vas les avoir tout le temps avec 2, 3, 4 cofondateurs, c'est pas possible. C'est pas possible parce que la réalité des choses, les boards, c'est pas là que ça se fait. Ça se fait sur téléphone, par mail quand tu croises des gens. Et je veux dire, c'est suffisamment compliqué de se trouver un créneau dans les 12 prochaines heures ensemble pour pas. On arrive rarement à inclure tout le monde. Donc la vérité, c'est que sauf sur des décisions bien planifiées, des réunions planifiées assez stratégiques,
Moi, ce que j'essaie de faire, par exemple, dans les boîtes qui commencent à se développer, c'est de passer une journée avec eux tous les mois ou tous les 2 mois, dans lesquels je vais dans leur bureau et on passe du temps. Et là, ça permet d'aller au-delà de la relation avec le CEO. Mais c'est une très bonne question et la réponse, c'est très dur. Et une des choses négatives qui peut arriver du coup, c'est que tu as une relation trop avec une personne et que ta vision de la boîte est trop biaisée par rapport à la vision qu'a cette personne. Elle va te dire, ouais, je le vois comme ça, les problèmes, mais tu vas commencer à parler d'autres gens et tu vas te dire, ah merde, mais en fait là, le CEO, il est en train de partir en vrille et je ne l'ai pas vu, quoi. Donc c'est hyper important, pas juste en tant que contrôle pour dire, moi je veux contrôler sur la boîte, mais juste de dire au mec, en fait, tu sais quoi, là, tu te trompes complètement. Tu te trompes complètement dans même. Donc les inputs que tu me donnes sont hors sujet parce que moi, quand je vois un peu ce qui se passe dans l'équipe et quand je parle un peu aux autres gens, ils me disent que tu pètes un câble depuis 2 mois, que tu deviens insupportable. Et moi, mon travail, c'est t'aider là-dessus. Et je finis avec une anecdote avant que tu t'enchaînes sur Worders. C'est j'ai des gens proches dans ma famille qui travaillent dans les startups et du coup, moi, j'ai la vision qu'ont des gens du top management dans les startups, du CEO, etc. Putain, dans 90% des cas, tu te rends compte, tu te dis, le board ne voit pas ce qui se passe. Donc moi, je trouve que c'est vraiment, on a un énorme point et qui est quelque part un peu un garde-fou à cette relation dont on parle. C'est vrai que je pense que moi, en tant que VC, j'ai des boîtes assez jeunes et je pense que j'ai plutôt des bons liens avec les boîtes, mais il y en a un certain nombre où je me dis, en vrai, je ne sais pas vraiment ce qui s'y passe. Et c'est super dur de le savoir parce que j'ai une vision qui peut être biaisée, pas mal intentionnée, pas malveillante, mais une vision qui peut être biaisée. Et il y a plein de boîtes où moi, quand je vois l'intérieur, encore une fois, pas en tant que VC, mais en tant que personne qui connaît bien des gens qui bossent dedans, je me dis, putain, mais les VC, en fait, il faudrait qu'ils fassent leur taf là-dessus, quoi. Et je sais pas si je le fais bien. Et ton taf, c'est de dire, tu sais quoi, moi, je vais avoir une relation plus profonde avec les autres, et des fois, je vais juste te dire, arrête de déconner, quoi. Et qui d'autre peut dire à un CEO, arrête de déconner, que l'investisseur? Le top management peut le dire, mais c'est plus dur. Et ça, c'est hyper délicat. Hyper délicat. Alors, nous, dans le cas de Worders, pour le coup, on a cette chance que, enfin, je crois que le contact est assez facilement ouvert. Les canaux sont ouverts entre Boris et les autres et mes associés. Donc, on n'a jamais vraiment eu ce problème-là. Je suis pas d'accord. Ah ouais? Non. Non, les canaux, ils sont tout à fait ouverts. Enfin, les 2 cofondateurs, il y en a un que je connais depuis plus longtemps que Benoît, en fait. Mais ils sont ouverts sur le potentiel. Ça veut dire que j'ai un canal. Oui, non, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas fermé les. Ah oui, non, mais ça, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les canaux sont ouverts. Pas exploité. Et là où j'allais venir, c'est qu'il y a des. On peut croiser des CEO qui aiment justement entretenir le fait d'être le seul canal. Je peux vous donner un exemple très concret. Pour le coup, il en parle publiquement. Grégoire Lassalle, qui est l'ex-CEO de Allociné pendant les 10 années où Allociné était vraiment la boîte super sexy qui dominait le cinéma en France, lui dit très ouvertement que du jour où il a pris les commandes de la boîte, il a imposé au board d'être déjà le seul représentant de la boîte au board. Plus personne du top management de n'importe qui était au board. Et il voulait être le contact exclusif et absolu de tous les investisseurs. Parce que c'était sa façon d'aborder le truc. Alors après, il y a une question de gestion de la relation. Il se peut que le top management ait envie de parler à l'investisseur de temps en temps, que l'investisseur ait envie de parler aux autres. Ça, c'est un choix, il faut que tout le monde l'accepte. Je ne dis pas que c'est la solution. Mais il y a des cas où ça arrive, et pour le coup, eux, ça a plutôt bien fonctionné, en tout cas sur cette période-là. Mais voilà, il n'y a pas forcément de règles établies, mais c'est vrai que ça peut être un point important. Si vous voulez faire challenger votre start-up, vous rencontrez Boris, vous avez vu, il a no filtre. Et si jamais il n'est pas d'accord, je me suis un petit peu. Mais en tout cas, c'est un super challenger. J'adore justement envoyer du monde auprès de lui. Vu qu'on arrive quand même un petit peu sur la fin, on s'était dit, on a parlé des grandes lignes. On a eu une question sur des exemples concrets. On en a parlé de certains. Moi, je voudrais vraiment continuer un petit peu sur le côté un petit peu concret. Toi, en tant que VC, représentant de Partech, moi j'ai entendu parler que les top fonds style Partech étaient capables de te mettre en relation avec des gens absolument fabuleux, voire même si jamais vous voulez faire un tour pour aller à l'international, aller voir les top fonds américains et que justement vous étiez des facilitateurs, par exemple en business développement. Est-ce qu'on pourrait très rapidement justement vous donner des exemples ou justement qualifier ça? Ouais, alors du coup là on sort un peu. En fait, il y a la question de la valeur ajoutée, pour mettre un peu un chapeau de la question, il y a la question de la valeur ajoutée du VC. Beaucoup de gens sont attirés par les labels. Donc un nom de fonds, c'est un label.
je crois que Benoît, tu l'as dit tout à l'heure, 80% surtout tôt dans la vie de votre boîte de ce que vous allez ressentir et de ce que ça va vous apporter un VC va venir de la personne qui est avec vous à bord. Maintenant, 80% c'est pas très scientifique quand même, mais la grosse majorité. Partech c'est une abstraction. Partech pour Benoît, 80% de Partech c'est Boris Golden. Par contre, il y a 20% restants qui sont des événements organisés. Tu peux donner l'exemple récent. Soyons très concrets. Tu peux parler du truc avec L'Oréal par exemple. Oui, absolument. En l'occurrence, L'Oréal a organisé son COMEX digital, donc les 600 décideurs du digital de L'Oréal au niveau mondial se sont retrouvés à Paris pendant une semaine. Et Partech a notamment dans ses investisseurs L'Oréal, et donc il y a 6 startups du portfolio de Partech qui ont en fait, basiquement, on a disposé d'un stand gratuitement dans le hall d'entrée où se tenait l'événement. Et toute la journée, on a les 600 décideurs du digital de L'Oréal qui sont passés devant Worders et qui ont été exposés à notre logo, à notre discours, à tout ça. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est absolument inaccessible. C'est-à-dire que même quand j'aurais voulu participer à ce truc-là, c'était absolument impossible. C'est Partech qui a organisé ça. Et ça a été la porte d'entrée. Et là, pour le coup, rencontrer directement les 600 décideurs d'une boîte comme L'Oréal, c'est juste... ça n'a pas de prix, quoi. Enfin, ça en a un, mais il est gros, quoi. C'est pour ça que cet exemple précis, c'était vraiment pour revenir sur le côté fond, dans le sens où quand on choisit un partenaire, donc on essaie de voir s'il y a un fit au niveau des discussions. Tu parlais, même au début, tu dis on a parlé philosophie. Donc c'est vraiment le sens de la vie. Donc comment on est connecté par rapport à des valeurs. Mais il y a aussi le fait qu'au-delà de ça, c'est un fonds et des personnes, et qu'est-ce qui vous apporte en plus de l'argent. Et donc c'est là-dessus aussi, sur la relation, le choix de la relation, qu'il faut vraiment être vigilant, regarder, questionner le fonds. Et, moi, pour le coup, pour résumer ça, je valorise beaucoup plus le temps de cerveau disponible de Boris dans Worders que l'argent que Partech a mis. Mais vraiment, hein, sans aucune comparaison. Mais il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a un énorme bullshit. On a encore le temps, de toute façon, la conférence suivante est à 15h. On va prendre après des questions. Il y a un énorme bullshit de... Il n'y a pas de caméra ? Si. Tu vas balancer des noms ? Tant pis, il y a un énorme bullshit dans la communauté VC, moi je trouve en ce moment, qui est autour de la notion de plateforme. Je vais m'expliquer. Je pense que ça a vachement de valeur, mais en gros, tôt dans la vie de la boîte, ce qui va faire la capacité d'un investisseur et d'un fonds d'investissement à accompagner l'entreprise, c'est ce rôle de, vous l'appelez comme vous voulez, coaching, mentoring, consultant, advisor, tout ce que vous voulez, qu'on peut avoir dans une relation privilégiée avec l'entreprise, avec le contexte. Parce qu'on pourrait dire, en fait, tous ces conseils-là, je peux lire un article, mais il y a une différence entre lire un article et comprendre ce qu'il dit, et comprendre dans votre cas précis comment l'appliquer. Et arriver à avoir quelqu'un qui va être votre sparring partner et vous aider à voir clair. Ça c'est notre job. Beaucoup de VC encore le font pas bien. Moi, je dis pas que je le fais parfaitement. Il y a des boîtes comme Worders c'est que je le fais bien. Il y en a d'autres avec qui je trouve que je le fais moins bien. Donc je suis pas en train de me mettre au-dessus des autres et de dire que je suis génial. Mais ça, c'est le boulot numéro 1 des VC. Et il y a beaucoup de VC qui, sincèrement, font ce job hyper mal et qui commencent à dire nous, on va embaucher quelqu'un pour le marketing, quelqu'un pour les RH, quelqu'un, etc. Mais ça, c'est super. Mais c'est un peu de cherry on the cake, quoi. Et moi, ce que j'aime pas trop dans les discours plateforme, c'est que finalement, je vous donne un exemple concret. Moi, je suis à un board d'une boîte dans laquelle, pareil, je passe pas mal de temps avec le CEO. On a des fois des boucles de mails. Un des VC qui est avec nous, et ils sont plutôt des bons VC, ont toute une notion de plateforme, etc. C'est pas en France. Et si vous voulez, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a des boucles de mails, on s'échange d'emails avec le CEO, il y a les 2 autres investisseurs dans la boucle, on s'échange d'emails sur des sujets comme assez importants, il n'y a pas une input, quoi. C'est un dialogue, enfin c'est pas un monologue, mais c'est un dialogue avec le CEO. Et à côté de ça, c'est des mecs qui ont 5 personnes qu'ils embauchent sur plein de sujets, etc. Mais les basiques d'abord, quoi. Et les basiques, c'est pas d'avoir plein d'offres de bizdev, de RH, de trucs, c'est de se dire, mais mec, est-ce que tu es utile pour l'entrepreneur ? Est-ce que tu es quelqu'un qui va lui apporter toutes les valeurs dont on a parlé avant ? Et moi, après, moi, c'est une vision personnelle. Je suis assez biaisé parce que c'est aussi ma façon de faire le métier et je dis pas que c'est la meilleure. Enfin, je dis pas que c'est la meilleure. Je pense que c'est la bonne, mais après, j'ai l'humilité de me dire, après 2 ans et demi de VC, peut-être que dans 5 ans, je regarderai le truc et je me dis, en fait, je me suis trompé. Mais en tout cas, les entrepreneurs, c'est ce qu'ils cherchent. Et voilà. Et donc, moi, sur cette notion de plateforme, je serais un peu, tu vois, plus... je comprends. Tu vois, d'où l'importance de la relation. D'où l'importance de la relation. Et par contre, le cas de L'Oréal est un super exemple pour Worders. Et l'exemple même d'un truc, je n'étais même pas au courant. Donc là, on est vraiment dans le cadre de la valeur ajoutée qui vient directement du fond et sur lequel mon rôle là-dedans était littéralement de 0, quoi. En tout cas, vu qu'on arrive sur la fin, on va prendre des questions. On n'arrive pas sur la fin, on a jusqu'à 15h. Ah, moi, on m'a fait un petit signe au fond. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont débrancher les micros ? Mais c'était juste...
C'était juste pour dire, en tout cas, ce qui est pas mal, c'est que c'est le temps de cerveau disponible qui est super important. Tu l'as dit et tu l'as répété. Et donc, pour le coup, on voit qu'il y a vraiment il y a quelque chose de vraiment cohérent. Mais ouais, mais le temps de cerveau. Mais et après, on prend une question, Boris. Rebondir là-dessus. Attends, j'aimerais juste 2 secondes. J'aimerais rebondir là-dessus sur le temps de cerveau. C'est que on n'est pas dans le sachant, c'est du temps de cerveau pour échanger. Et ça, je trouve que c'est vachement important. On n'est pas dans le temps de cerveau pour dire, allez, donne-moi la réponse géniale. On est dans le temps de cerveau de se dire, est-ce qu'on peut échanger ensemble ? Et ça, c'est vachement important. Pardon. Ouais, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur le fit. Parce qu'il y a quand même un des points qui est souvent dit, c'est que la réussite d'un business, c'est quand même à 70% l'entrepreneur et l'équipe fondatrice. Et il y a des super business qui foirent complètement parce que l'équipe n'est pas à la hauteur. Donc moi je vous retourne la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là on parle de l'entrepreneur qui choisit son ici. Vous choisissez un entrepreneur, vous avez parlé beaucoup du business en disant que voilà, il y a des bons business qui se font. Et l'aspect entrepreneur, comment vous le regardez ? Je te laisse répondre, Benoît. Non, mais il y a là pour le coup, souvent on dit l'équipe, c'est le truc le plus important, etc. Et c'est devenu un peu un tel lieu commun que c'est un peu comme dire la place de l'humain, etc. Tout le monde se dit oh c'est du bullshit quoi. Quand je disais un bon projet, ou je ne sais plus quel terme j'ai employé, trouve là-dedans la dimension équipe est effectivement extraordinairement importante. Il faut comprendre que moi, en tout cas, en seed et en early stage, les boîtes qu'on finance, c'est des boîtes qui ont, grosso modo, pour faire simple, en général, un produit, un tout début de traction, mais pas beaucoup plus. Qu'est-ce qui me donne envie d'investir sur ce business-là ? Évidemment, il faut qu'il y ait une opportunité marché. Évidemment, si je me dis, bon, ce truc-là, ça fera jamais un truc gros, c'est pas possible, ça n'a aucun intérêt. Évidemment, il faut que je croie un minimum au business model, c'est-à-dire le produit, les leviers de distribution et de croissance, la monétisation, etc., le fait que ça peut scaler. Mais il y a un moment, qui va naviguer tout ça ? C'est l'équipe, c'est les entrepreneurs. Et ça, avec le recul que j'ai sur un portefeuille d'une petite dizaine de boîtes sur 2 ans et demi, juste, c'est pas compliqué. C'est les boîtes dans lesquelles les mecs sont bons, elles marchent. En tout cas, elles avancent. Elles avancent. Les boîtes dans lesquelles les gens sont pas super bons, elles galèrent. Parce que pour saisir les opportunités, pour détecter les problèmes, pour savoir faire face à tous les... En fait, c'est la personne qui le fait. C'est pas le business model qui... Donc, moi, je vois ça un peu comme une sorte de... Je sais pas comment dire, de hors-piste, quoi, grosso modo. De train ou de skieur un peu hors piste, grosso modo, si les skis tiennent la route et que la direction est bonne, c'est le skieur qui fait toute la différence, quoi. Donc évidemment, si t'es dans un cul-de-sac, donc il n'y a aucune opportunité de marché, il n'y a rien, ou que tes skis c'est 2 pauvres morceaux de bois, tu vas pas y arriver. Mais une fois que tu as un peu le minimum sur le reste, c'est la personne qui va aiguiller la trajectoire de son entreprise et qui va l'amener au sommet. C'est un peu pourri parce que le mec il descend, mais tu vois ce que je veux dire. Donc non, et donc l'équipe c'est super important, mais une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a pas dit grand chose, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je vais vous donner un exemple très concret récent de ce que ça... Enfin, moi, mon premier investissement, c'était une merde horrible. Les mecs étaient pas bons et je m'en étais pas aperçu. Je m'en suis aperçu quelques semaines plus tard. Bon, l'opportunité marché est énorme, leur modèle est énorme, ça va nulle part. Donc déjà, quand c'est ton premier investissement, tu comprends un peu plus ce que ça veut dire l'équipe. Tu dis, bah effectivement, sur le papier, tu connais pas les mecs, tu regardes le truc, c'est une rockstar, enfin, c'est une requête. Si les mecs n'arrivent pas à exécuter, mais si tous les jours tu prends des mauvaises décisions, que tu arrives à attirer personne, bah c'est évident que ça va nulle part, quoi. Tu mets un chimpanzé dans un TGV, il va pas le. Enfin, je suis désolé, j'ai un petit problème avec les trains en ce moment-là, mais non mais le TGV il va pas avancer. T'as des super rails, le truc il fait Lyon-Paris, t'as un super train, donc ça peut paraître débile, mais faut pas oublier ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que l'équipe est importante ? J'ai vu un business récemment, je ne citerai pas de nom. Je suis allé loin, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Donc, tu as le côté investissement où tu as passé du temps dessus. Donc, tu as passé vachement de temps sur un truc, tu as plutôt envie d'investir pour justifier le temps que tu as passé. J'ai fait plein de rêves calls clients et marché. Tout le monde me disait le produit est génial, le positionnement est génial, la techno est excellente. Pas mal. Après, tous les voyants étaient ouverts. Et puis, j'avais un petit doute sur l'équipe. Il y avait des trucs que je ne chantais pas chez les CEO, etc. Et grosso modo, j'ai eu des échos un peu mitigés dans l'écosystème. C'était que mitigé, hein, c'était pas j'ai pas fait le deal. C'est hyper dur à prendre comme décision. Enfin, c'est hyper dur parce que des opportunités d'investissement, et donc du coup c'est ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, donc ouais, on choisit l'entrepreneur. Et moi, je pense qu'il m'a peut-être fallu malgré ma première tôle au moins 2 ans pour vraiment comprendre ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est tout est ouvert et t'as un doute un peu trop fort là-dessus, tu ne fais pas le deal. Et ça, c'est super dur parce que c'est facile de dire l'équipe, mais c'est beaucoup plus dur quand tu arrives dans cette situation de dire je vais pas faire le deal, alors que franchement tout le monde te dit mais c'est top quoi. Et d'ailleurs, je dis pas que j'ai eu raison, hein, il est très possible que dans 2 ans je me rends compte que c'est une super boîte, mais... Donc non, on choisit. J'ai envie de dire, c'est sûr qu'on choisit plus l'entrepreneur que l'entrepreneur ne le choisit, parce que genre, nous on a le choix, l'entrepreneur pas toujours. Nous on a le choix parce que moi je veux dire si j'ai pas envie d'investir dans Worders, j'investis pas dans Worders, hein, je veux dire.
Je ferai un deal de moins dans l'année, c'est pas bien grave. L'entrepreneur, lui, il doit lever des fonds. Donc, à un moment, s'il a que moi, il y a des chances qu'il me choisisse. Donc, ouais, et ça, c'est hyper important et c'est pas du bullshit. C'est pas du bullshit parce que. Je vais donner un autre exemple tout bête pour un peu être concret là-dessus. C'est la capacité à recruter. Ils vont nous couper le micro. Mais non, ils vont pas nous couper le micro. La capacité à recruter. Un bon CEO sait recruter des stars. Il sait les trouver, il sait les attirer, il sait les closer, il sait les repérer. Mais la différence que ça fait, quand vous avez une boîte dans laquelle, en 6 mois, 1 an, on se dit qu'il faut construire un top management de folie sur tel et tel et tel truc. Moi, c'est pas moi qui vais aider la personne à attirer ces mecs-là. Moi, je vais l'aider à se poser les bonnes questions, à identifier des profils intéressants. Je vais faire un entretien avec le mec pour lui donner envie, mais in fine, le gars, il ne rejoint pas Boris Golden. Boris Golden, il va le voir une fois tous les 2 mois, le gars qui rejoint un poste de 6 level dans une boîte. Par contre, il choisit l'entrepreneur. Et la différence que ça fait sur l'attraction de talent, l'entrepreneur qui est doué là-dedans ou pas, mais elle est énorme. Et une start-up qui ne peut pas recruter des stars, elle n'arrivera pas à gérer sa croissance et à devenir elle-même une belle start-up. Donc c'est plein de trucs comme ça sur tous les sujets. Tu regardes la différence entre un mec pas bon, très bon, excellent, la différence elle est incroyable. Donc c'est pas le bullshit de se dire, encore une fois, on peut en voir quelque chose de très bullshit, mais quand on comprend ce que ça veut dire, c'est quelque chose de vraiment profond. C'est que, et à la limite, moi, de plus en plus, des questions qu'on se pose, pas mal de gens dans l'écosystème, je suis avec des collègues d'autres fonds, on se dit, mais en fait, est-ce que notre boulot, tôt dans la vie des boîtes, on ne devrait pas juste avoir un psychologue qui, j'exagère un peu, mais c'est des questions qu'on se pose, qui fait des tests, parce que grosso modo, tu mets en face 3 killers qui ont une idée qui tient la route sur un marché qui tient la route, mais en fait, sûrement que si j'ai une sorte de preuve scientifique, je sais pas si ça existe, que la team elle est bonne et qu'elle est solide, bah sûrement qu'en fait c'est un bien meilleur investissement qu'une super idée sur un super marché avec un bon début d'exécution avec une team moyenne. Donc moi je pense que c'est une question très très profonde. J'étais hyper long, désolé. Allez, on va prendre donc une dernière question. Non, on va en prendre plein de questions encore. Parce que j'ai peur qu'on se fasse gronder. Et en plus, vous avez une petite interview tout à l'heure en bas. Et, on a le temps. Et je vais me faire gronder par Jean-Louis. On va prendre la question de Colin. Alors, sur la régularité, nous on se fait un workshop tous les deux, une fois par mois, de 2 heures, une fois par mois, et on a un board tous les 2 mois. Donc en fait, une fois par mois on se voit, une fois c'est juste tous les deux, une fois c'est avec Benjamin et Émilie, les cofondateurs. Ça c'est le pattern régulier. Maintenant, on se croise assez régulièrement et voilà, on se voit de temps en temps, mais là c'est plutôt informel et on fait un petit point comme ça. Mais après, sur la distance, pour le coup, là, on est un bon exemple. Worders, nous, on est 100% remote. La boîte a été créée, j'habitais en Asie, elle est incorporée à Hong Kong, et on a des gens un peu de partout, mais personne en France. Enfin, si, en l'occurrence, le CTO vit à Nice, mais voilà. Moi, j'habite à Valence, en Espagne. Non, moi, j'habite à Valence, en Espagne. Et donc, voilà, là-dessus, je pense qu'il y a un sujet qui peut se poser. Maintenant, voilà, moi quand j'ai décidé d'habiter à Valence en Espagne, j'ai juste choisi cette ville-là parce que il y avait des rotations faciles avec Paris, et je monte à Paris au moins une fois par mois, mais c'est parce que c'est aussi un besoin du business, hein. Mais voilà, faut. J'aimerais rajouter un truc là-dessus. Te stresse pas, ça va aller. Là-dessus, je pense que moi je me rends compte d'un truc, c'est que plus t'es distant, plus c'est difficile d'avoir une relation qui tient la route. Donc en fait, je trouve que le niveau de fit humain que ça demande quand on est loin, moi par exemple, j'investis plus à l'étranger. Chez Bartech, je suis plus sur la France, mais je suis aussi quelqu'un à l'étranger. Je vais décider de plus regarder à l'étranger. Et je le fais que si j'ai vraiment un fit incroyable avec un gars que j'ai rencontré quelque part, parce que je me rends compte que la distance, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir se voir souvent, et souvent la distance est accompagnée aussi d'une langue différente, rend beaucoup plus dur le fait de communiquer. Donc déjà, quand tu as une distance avec un étranger qui ne parle pas ta langue, qui n'a pas forcément ta même culture, c'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un avec qui on parle la même langue. Et ensuite, quand même, j'aimerais ajouter un point qui me paraît important dans les touchpoints dont tu as parlé. Tu as parlé du workshop et du board, mais on s'appelle aussi très souvent. Et ça du coup, pour moi, c'est là que la relation peut merder. Parce que quand on se voit, mais il faut qu'on arrive à se dire des choses au téléphone. Quand t'es pas colocalisé et que tu peux pas te voir facilement, que tu peux pas déplacer chacun dans les bureaux de l'autre, il faut que la relation téléphonique, elle permette d'échanger bien. Et moi, c'est un truc, je sais que ça dépend vachement des personnes. Il y a des personnes avec qui, comme avec Benoît, j'arrive bien à échanger au téléphone. Il y a des personnes avec qui je trouve ça beaucoup plus dur. Et je pense que moi, avec mon recul maintenant de quelques années d'investissement, j'accepterais pas d'investir dans une boîte à Montpellier si j'ai pas
une super relation avec l'entrepreneur et que je sais qu'au téléphone, on se comprend. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas un jugement de valeur. Il y a des gens avec qui il y a une fluidité de communication. Il y a d'autres gens, moi j'ai besoin de le voir en face et de voir son body language et pour que le courant passe et de comprendre. Et du coup, les VC américains sont réputés pour être très extrêmes là-dessus, mais je pense que ce qui est super important, c'est de se dire, est-ce qu'on va pouvoir communiquer efficacement ? Tu vois, il y a pas de... Et tu vois, il faut que toi et l'investisseur aient la sensation que vous arriverez à communiquer efficacement, parce que c'est la seule manière de construire une relation et de construire de la valeur ensemble. Sinon, si tu n'y arrives pas et qu'il faut se voir et que c'est compliqué de se voir, ça rajoute une contrainte que tu n'as pas forcément envie de rajouter, quoi. Allez, Une dernière question ? Petite dernière, parce qu'après, il y a d'autres conférences qui commencent et il y a des personnes qui vont devoir Regardez, elles partir commencent à pour les 15 autres heures. conférences. Ouais. Bon, elles sont pas top, les autres. mais- C'est Benoît, c'est ça ? Oui. Tu disais au début que tu ne voulais pas lever de fonds quand vous êtes rencontrés. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ? Ce qui a réussi à... Alors, ouais, c'est la dernière, c'est vraiment la dernière. La question, c'est, voilà, je disais au tout début que je voulais pas lever de fonds, et pourquoi est-ce qu'on a levé des fonds ? Je voulais pas lever de fonds parce que j'avais déjà levé pour une précédente boîte et ça s'était pas bien passé. Voilà, tout simplement. Et pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis ? C'est parce qu'il y avait un fit en fait entre Boris et moi, et entre Boris le business, Boris et l'équipe. Enfin, il y avait une histoire qui se racontait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, quand j'ai discuté avec lui au début, je voulais pas lever de fonds. J'ai pas cherché. C'est peut-être ça qui a créé la relation initiale. Mais voilà, c'est finalement cette relation et la plus-value évidente qu'il apportait et qui m'apportait déjà avant d'avoir investi, qui a fait qu'à un moment donné, on s'est dit bah oui, ouvrons les chakras et envisageons de le faire, quoi. C'est pas mal le mot final, je trouve. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci pour le public.